Allez, on va reprendre et je vais demander à tout le monde, ça va être un moment un peu participatif. Je vais vous demander de prendre votre main droite, votre main gauche, de les rapprocher, de les éloigner, de les rapprocher encore. Et sous un tonnerre d'applaudissements, on accueille Mathilde Lerouzic et Benoît Gaillard. Vous êtes forts. Merci à tous. Je vous publie sur Twitter et je suis à vous dans 1 minute. Voilà. Vous avez fait un sourire à Twitter. Hein. Bon, du coup, je vais commencer pour le temps qui publie son tweet. Donc, aujourd'hui, on nous a demandé si on voulait bien animer une masterclass autour du sujet de l'optimisation des taux de conversion. Et pour faire ça, le meilleur moyen, c'était de faire un audit de site, enfin l'audit de plusieurs sites. Donc, Benoît et moi, on a travaillé sur 4 sites marchands qui ont postulé pour être sur ces audits. Donc, d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, vous pouvez nous reconnaître assez facilement. Moi, je suis Mathilde Lerouzic. Je suis une ancienne e-commerçante. J'ai eu une boutique en ligne de cadeaux pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai monté des moteurs de shopping verticaux qui, en fait, sont des sortes de comparateurs. On est sur plusieurs secteurs, le cadeau, les bijoux, le bébé, etc. Et on travaille beaucoup, alors à la fois avec des e-commerçants, mais aussi dans une logique de e-commerce, parce qu'on travaille, comme la plupart d'entre vous, sans doute, les fiches produits, les pages catégories, les homepages, etc. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une expertise et une expérience à partager avec vous. Moi, je suis à gauche sur la photo. Du coup, j'ai été directeur e-commerce de plusieurs sites. Le dernier en date, le Palais d'été, qui a des boutiques de thé un peu partout dans Paris. Donc, une expérience de marchand pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai monté un cabinet de conseil en e-commerce qui s'appelle Skillbox et qui accompagne des entreprises à mieux vendre en ligne. Et évidemment, le sujet de la conversion est souvent fondamental. Donc, on va passer à la présentation des 4 sites. Je te laisse... Donc voilà, en fait, on a reçu plusieurs dizaines de candidatures de sites e-commerce. Ça a été très difficile de les départager. On a passé en revue tous les sites. Et finalement, on s'est arrêté sur une sélection. On a essayé déjà de prendre des sites qui sont présents sur différents univers, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent s'inspirer des recommandations qu'on va vous faire aujourd'hui. Et on a également essayé de prendre des sites qui étaient suffisamment avancés dans leur développement pour qu'on ait beaucoup de choses à dire, mais aussi des sites sur lesquels il y avait des optimisations qui sont à faire chez beaucoup de marchands et qui pourraient changer vraiment vos taux de conversion. Donc le premier, c'est Goyavi. Goyavi, en fait, c'est une place de marché autour des produits bien-être, donc un esprit plutôt zen comme vous pouvez le voir. Le deuxième, c'est extension.com.fr. Donc là, on est sur un site d'extension de cheveux, donc on est autour du secteur de la beauté. On verra également Eclipse, qui est un site qui distribue une marque de chaussures, la marque Eclipse. Et enfin, on a Kazay, qui est un site autour du secteur de la maison, qui vend des bougies et des accessoires autour de la bougie. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Benoît, parce que c'est Benoît qui commence les présentations avec le site extension.com.fr, qui est le premier qu'on va vous auditer en live. Voilà, alors du coup, moi j'aimerais juste dire aussi qu'on s'est intéressé évidemment au point d'amélioration des sites principalement, que sur chaque site, il y a évidemment plein de choses qui sont très bien, mais ici, notre boulot à Mathilde et moi, c'est plutôt de se concentrer sur les pistes d'optimisation qu'on peut avoir et qu'évidemment, elles sont à recadrer en fonction des objectifs de chaque e-commerçant. Pour extension.com, du coup, qui est un site qui vend des extensions de cheveux, le premier truc qu'on a remarqué, c'est quand même que le nom de domaine était relativement amusant. C'est assez rare de trouver .com dans le nom réel du nom de domaine. Et donc finalement, sur un secteur qui est assez concurrentiel, on arrive à retenir la marque avec ce côté un peu décalé. L'autre avantage, c'est qu'on reconnaît immédiatement l'offre produit. On sait pourquoi on est sur le site. Et ça, c'est vraiment fondamental dans la conversion. Il y a beaucoup de marchands, et on va voir l'exemple par la suite, où on ne sait pas forcément la quantité et la qualité, les produits qu'on va trouver, l'offre produit qu'on va trouver sur le site. Là, on n'a pas vraiment de doute. Il y a un sticky menu qu'on verra après. Le sticky menu, pour rappel, c'est quand vous descendez en fait le scroll, la navigation, vous retrouvez toujours le menu en haut avec évidemment le panier qui reste accessible très souvent. Ça, c'est très à la mode. Vous avez ça sur un site comme Pinterest, par exemple. C'est un peu le premier qui a lancé la mode. Après, les remarques un peu globalement sur l'ensemble du site extension.com, c'est que on a une identité qui est un peu passe-partout. Le nom est décalé, mais l'identité, finalement, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel produit derrière, ça passe.
C'est un peu dommage. On va voir qu'il y a des sites qui ont su créer une identité graphique qui était bien. Il y a quelques erreurs techniques. Alors, on voit une volonté réellement sur l'ensemble du site d'avoir des choses intéressantes. Notamment, on va voir une intégration d'Instagram qui est plutôt bien faite avec un hashtag qui est bien. Mais par contre, le problème, c'est que cet Instagram, on le voit un peu partout, mal intégré sur les fiches produits et tout ça. Pas de numéro de téléphone, donc ça rassure pas. Sur l'ensemble du site, on voit pas vraiment quand c'est des produits ou quand c'est de contenu de texte. Il y a beaucoup de texte bien sur un secteur comme ça, mais le problème c'est que on voit pas trop la différence. Ici, par exemple, on sait pas trop si c'est des produits ou du texte par manque de visuel. Ouais, alors justement sur la homepage, je crois que tu avais des choses à dire par rapport à cet aspect différenciation, contenu, texte, etc. Exactement. Donc nous, on s'est intéressé à faire une capture d'écran de l'ensemble du site. C'est quelque chose que je vous invite à faire sur vos sites. On a tendance à mettre beaucoup de choses. Alors vous m'excusez, la barre en noir, c'est un problème de capture d'écran. Mais du coup, vous voyez, en fait, ça permet de prendre du recul sur la page et de voir ce qui ressort. Et finalement, est-ce que c'est les produits qui ressortent sur la page d'accueil? Eh ben non, aujourd'hui. Et ça peut être un peu... Ah, j'ai un micro qui est un peu capricieux. Il est joueur. On a 3 produits sur la homepage qui sont au milieu, là. C'est dommage parce que on peut avoir un premier sentiment pour se dire, tiens, on n'a pas forcément les produits qui sont bien. On a 3 produits en plus pour des cheveux noirs. Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de contenu, tout le reste qui est proposé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, ça part un peu dans tous les sens. On a du contenu texte, on a 3 produits, on a du contenu texte, on a du contenu Instagram, on a du contenu blog qui est mélangé. Sur le slider en haut, on avait et du contenu texte et du contenu d'animation commerciale. Donc, il est vraiment joueur, ce micro. Donc voilà, et sur le contenu d'animation commerciale, on ne sait pas où sont les nouveautés, on ne sait pas où sont les promotions, on ne sait pas où sont les derniers arrivages de produits. Donc c'est un petit peu dommage sur cette homepage. Il y a pas mal d'améliorations à faire. Par contre, l'intégration d'Instagram est assez sympa. C'est via un hashtag. Donc si vous avez un hashtag extension.com sur une photo d'Instagram, elle vient se mettre automatiquement ici. On passe à la page catégorie. Ouais, la page catégorie nous paraissait aussi intéressante à étudier, où là, pour le coup, on voit pas mal de produits, donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis surtout, vous devez pas le voir, mais il y a un watermark, en fait, sur chaque photo. Donc le watermark, c'est quand il y a votre logo dessus, pour éviter qu'on vous pique les photos, qui est un problème qui arrive malheureusement à de nombreux marchands. Et eux, ils ont réussi à trouver la bonne différenciation pour faire en sorte qu'il l'ait sur chaque photo sans que ça se voit trop. Donc ça, c'est pas mal. Les grands visuels sont vraiment top. Et on arrive sur des pages catégories où on a un vrai choix de produits. Il faut savoir que l'objectif de la page catégorie, ça va être d'arriver à permettre à l'utilisateur de se repérer dans la gamme que vous proposez. Donc si vous proposez 10 produits, ce qui arrive encore sur certains sites, ou même 20 produits alors que vous en avez peut-être 100 ou 200, c'est assez dommage. Évidemment, charger 100 ou 200 produits, c'est pas forcément très bien en performance web, donc après, il faut regarder un peu comment on fait. Mais là, on a une bonne approche de ce qui est intéressant. On a des couleurs différentes et tout, et on peut refiltrer par catégorie. Mais par contre, eux, ils sont allés trop loin, et tellement loin qu'en fait, on propose quasiment 100 produits sur la page. Là, clairement, moi, ce que j'ai envie de faire, alors, je suis pas un gros acheteur d'extensions de cheveux, hein, soyons honnêtes, mais c'est de filtrer peut-être par couleur de cheveux. Ça paraît être assez naturel pour un client. Donc là, on a une approche très catégorie fournisseur, mais il manque peut-être une approche client. Comment le client va sélectionner un produit? Est-ce que c'est facile pour lui de sélectionner un produit directement sur cette page, de le filtrer, d'arriver à une segmentation qui peut lui plaire? Aujourd'hui, j'en suis pas convaincu. Et un petit souci qu'on a tendance à voir aussi assez régulièrement, qui se voit pas parce que là on a pris tout le site, sur un écran 27 pouces, qui commence à être grand, hein, un peu plus petit que celui-ci, mais assez grand, on voit jusqu'à extension, le gros titre qu'il y a là. On voit pas un seul produit sur un écran 27 pouces. Imaginez un peu le rendu sur un écran mobile. Alors le site est responsive, et surtout le site sur un MacBook par exemple. Voilà, sur un 11 pouces, moi je vois juste le visuel du haut et encore pas entier. On a besoin de voir les visuels produits en arrivant sur toutes les pages. Fiche produit? Oui, non, on passe pas fiche produit. On a après Goyavi qui va présenter. Oui, effectivement. Et la fiche produit va être pour toi.
C'est ça. Donc moi j'ai travaillé, enfin on a travaillé tous les deux, mais chacun a travaillé un peu plus sur certains sites. Moi j'ai travaillé sur goyavi.com, que j'ai cru être dans un premier temps une marketplace, enfin un site marchand de produits bien-être. En fait c'est une place de marché, mais qui est construite comme un site marchand. L'impression générale, d'abord, c'est que à l'arrivée, le design est vachement agréable. Il est très dans les codes du secteur, c'est-à-dire en termes de couleurs. Vous retrouvez des couleurs que vous pouvez retrouver aussi chez Nature et Découverte sur ce genre de site. Donc c'est en phase avec son secteur. Il y a une qualité du discours qui est assez intéressante. En revanche, rapidement, en fait, moi, je comprenais pas ce que le site faisait exactement, parce qu'il y avait des contenus textes qui étaient mélangés avec des produits. Alors, on voit les produits, c'est bien, mais on sait pas trop où on est. On comprend pas qu'on est sur une place de marché, et j'avais pas compris ce qu'étaient les exposants. Donc, première impression très agréable, et ensuite, je suis un peu restée sur ma faim. Donc, on va voir justement au niveau de la homepage. Sur la homepage. Les différents éléments. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est que ce qui fait que je suis restée, c'est par exemple que les éléments de réassurance étaient très visibles. Tout en haut à gauche, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un petit message rassurant qui va vous dire on peut être contacté, on peut vous aider, etc. Il y a une bonne visibilité du panier aussi, donc je sais tout de suite que je suis sur un site marchand. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi dans le header, c'est l'incitation à l'inscription à la newsletter. Je l'aurais pas designé comme ça, mais par contre c'est bien, on propose un petit livre zen si on s'inscrit, donc ça c'est un call to action qui est intéressant. Et j'ai bien aimé également quelque chose, c'est le fait qu'on puisse voir beaucoup plus de produits, par exemple, que sur le site qu'on voyait juste avant, extension.com.fr. Là on a une navigation par onglet qui permet de voir 4 fois 8 produits. En revanche, si j'ai une critique à émettre, c'est le côté... il y a des éléments qui sont redondants. Donc, par exemple, les éléments de réassurance, ils sont présents 3 fois. Moi, je trouve que c'est une fois de trop. Il y avait aussi, pour moi, un gros problème, c'est le menu de navigation. On est sur une place de marché, on est censé avoir énormément de produits. Et pour moi, c'est pas représentatif de la profondeur de l'offre. Parce que finalement, ici, j'ai seulement 3 onglets, maison, corps et esprit, qui m'emmène vers le catalogue produit. Et ça, c'est dommage. Si vous avez un catalogue produit qui est assez large, il faut le représenter, il faut dire combien de produits vous avez en catalogue dès la homepage. C'est ce qui va m'inciter à rester. Ensuite, il y a une chose, c'est que moi j'ai un peu moins aimé dans une optique de conversion. Il y a ici un menu qui est collant, mais c'est le menu qui est en bas et qui amène vers la partie communautaire. J'aurais préféré que ça soit le bandeau du haut avec le panier qui reste flottant, qui reste collant et qui me permette de retrouver très facilement mon panier et qui me permette aussi d'avoir un accès rapide à certaines informations qui sont présentes dans ce bandeau. Donc voilà, en termes de homepage sur Goyavi, il y a autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est que il y a des contenus donc communautaires qui sont proposés et c'est pas très clair, on sait pas exactement. J'arrivais pas à comprendre le positionnement du site entre la communauté, entre les contenus blog et les produits. Donc ça, c'est les éléments principaux qu'on voit sur la homepage. Et enfin, il y a un dernier point qui peut être soumis à discussion. On n'est pas toujours d'accord quand on parle de ça. C'est la question du slider. Est-ce qu'il est efficace ou pas? Est-ce qu'on arrive à le faire convertir? Certains sliders sont pas efficaces et parfois ça peut être plus intéressant de remonter des produits ou en tout cas de mettre des visuels statiques plutôt qu'un slider qui va défiler. On peut faire un sondage express pour savoir quels marchands utilisent un slider sur leur site, homepage. Voilà. Merci. Tu nous parles de la page catégorie maintenant de Goyavi ? Oui, tout à fait. Alors, sur Goyavi, j'ai pris la page catégorie, j'ai fait 2 screenshots, j'ai fait un screenshot de la page entière et surtout j'ai fait un screenshot de ce que je voyais sur mon écran de bureau qui est un grand écran. Donc, quand j'arrive sur une page catégorie chez Goyavi, donc par exemple si j'arrive depuis Google, je ne vois aucun produit. Et ça, c'est vraiment gênant. Et pire encore, en fait, la première chose que je vais voir, ça va être des contenus qui sont des contenus rédactionnels. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai mis les deux saisies d'écran. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a toujours de la réassurance. Ça, c'est un bon élément à reprendre chez eux. C'est qu'il faut penser au fait de rassurer, de dire que vous êtes facile à contacter. C'est important. J'ai trouvé que la grille d'affichage des produits était plutôt claire, plutôt sympa. Il y avait la possibilité sur cette page-là de filtrer par centre d'intérêt, par objectif aussi, parce que là on est dans un objectif de bien-être, donc on voit qu'ils ont fait un travail de catégorisation des produits avec des critères, ça c'est intéressant, ça permet de coller à votre secteur d'activité et aux attentes des acheteurs qui viennent chez vous. En revanche, la grosse difficulté, c'est l'acheteur qui est arrivé sur cette page, il faut qu'il soit resté.
Et s'il est arrivé ici en cherchant par exemple des produits pour la maison autour du bien-être, qu'est-ce qu'il a vu en premier? Une grande image qui n'est pas forcément représentative de l'offre produit, des contenus rédactionnels, des commentaires de la communauté. Et là, on est sûr déjà d'avoir un taux de rebond qui est très important parce que finalement, on n'a pas répondu à la recherche de la personne qui voulait acheter un produit en particulier. Il aura fallu qu'il aille scroller dans la page pour découvrir le catalogue. Il y a une chose qui est très marquante sur le site de Goyavi et que je vois souvent sur des sites marchands, c'est un problème de liaison des produits entre les catégories mères et les catégories filles. Par exemple, là, la catégorie maison contient des sous-univers. Les produits des sous-univers ne sont pas tous rattachés dans la catégorie principale. Ce qui fait que sur ce site, quand on arrive sur certaines catégories, on n'a que 9 produits dans une catégorie mère. Moi, je suis internaute, j'arrive, je vois ça, je me dis, mais là, s'il y a que 9 produits, ça sert à rien que j'aille voir derrière, puisqu'il n'y en aura que 3. Ça va les filtrer, en fait. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au fait de faire les bons rattachements en fonction de la navigation sur votre site. Ce que tu disais, c'est que ça, c'est le fonctionnement natif de PrestaShop. Hein. C'est quand on met les produits dans une catégorie, ils sont pas automatiquement mis dans la catégorie mère. Hein. Alors, je pense que c'est un réglage à faire. Après, ça peut être un choix aussi. Il y a certains marchands qui vont dire, je vais pas faire remonter tous les produits dans la catégorie mère. Mais il faut quand même y penser, surtout quand on a un catalogue qui est pas très rempli, il faut penser à faire le rattachement. D'autant pour une marketplace qu'on aurait envie de voir beaucoup de produits dans beaucoup de catégories. Tout à fait, ouais. Alors, c'est moi qui vais vous parler de Casei maintenant, d'accord. On va pareil faire un petit tour sur la partie ensemble du site. Donc, je vous invite à aller le voir. Là, on peut voir petite différence. Alors, il a une charte graphique qui est agréable. Hein. Les couleurs sont sympas. On voit que c'est travaillé. .com un peu moins coloré que Goyavi, mais c'est qu'on comprend immédiatement pourquoi on est là. On a une grosse baseline au milieu, spécialiste de la grande bougie pour lanterne et super décoratif. On peut pas faire plus précis, je pense, pour décrire l'activité du site. Donc ça, c'est plutôt bien. Un petit peu de fun avec vous avez les idées, nous avons les accessoires. Donc c'est marqué juste en dessous, c'est peut-être un peu petit. Donc ça, c'est pas mal. On a une arrivée qui est assez efficace. On voit des produits sur un écran de taille normale. Donc ça c'est bien. Globalement, sur l'ensemble du site, ce qu'il faut souligner, c'est la qualité des visuels produits aussi. Il y a un petit défaut, c'est qu'ils prennent beaucoup de place parce qu'ils sont très gros et que certains sont sur fond blanc, d'autres sont pas tout à fait détourés, d'autres sont sur fond coloré. Mais globalement, les visuels sont de qualité, c'est ça qui prend le pas quand même. Un défaut qu'on voit souvent aussi sur l'ensemble du site et sur plein d'autres marchands, je crois qu'on l'a vu chez tous les sites qu'on postulait, les notes des avis produits, c'est très bien, mais il ne faut pas les afficher quand on a une note sur 10 000 produits. Et surtout, quand on affiche ça dans les résultats de catégorie, justement, si on a 50 produits dans une catégorie et un seul commentaire qui s'affiche, c'est dommage, ça nuit à l'image du site, en fait. Et là, c'est exactement le cas, en fait. C'est ça, hein, sur une page catégorie, on va avoir une note ou 2 notes sur 1 ou 2 produits, et tous les autres sont vides. Donc, voilà. Essayez de récolter des notes et après de les afficher. Si vous avez des produits sans notes et que c'est visible, les internautes vont croire que vous n'avez pas assez de clients et ça peut plutôt freiner qu'autre chose. Le principal problème, globalement, sur l'ensemble du site, c'est aussi le moteur de recherche. Je ne sais pas si vous l'avez détecté. Il est juste à côté du panier, en haut. Il faut cliquer dessus pour étendre un champ, pour remettre du contenu à l'intérieur pour pouvoir faire une recherche. Ça, c'est assez embêtant. Le moteur de recherche, hein, ça peut représenter 10% du trafic du site. Et souvent, je ne sais pas si vous regardez vos stats, mais moi, ce que je constate, c'est qu'à peu près 30% du CA a inclus une recherche à un moment ou à un autre de la visite. C'est une stat complètement personnelle, mais je vous invite à vérifier sur votre site. Et on a un petit problème supplémentaire, c'est que à force de trop mettre de contenu qui est pas forcément le même à droite à gauche, alors il y a des fautes d'orthographe sur le site, ça c'est pas bien, hein, surtout si moi je vois des fautes d'orthographe, ça veut dire que c'est bourré de fautes. Et le problème, ça va être le contenu, c'est qu'il y a des précisions sur la livraison aux professionnels, mais paradoxalement, il n'y a pas de précision sur les livraisons particuliers. Et plus j'ai surfé sur le site, plus j'en suis venu à douter qui livrait réellement les particuliers, parce que il y avait des infos sur les livraisons pro à peu près partout.
Donc faites gaffe aussi au ressenti qu'on peut avoir. Hein. Je crois que tu avais quelque chose où tu fais tester le site par tes parents. Ma mère, hein, j'assois ma mère devant un bureau, je me mets un peu derrière, 2 mètres derrière, et en fait je la laisse faire des actions. Et au moment où elle se retourne vers moi, je sais qu'elle est bloquée quelque part. Donc j'identifie le point de blocage et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vachement intéressant en fait de faire ça, parce que vous voyez exactement, prenez n'importe quel néophyte, hein, et vous voyez exactement ce qui est incompréhensible. Et on se retient d'intervenir. Hein. C'est ça, c'est le plus dur en fait. Alors après, du coup, on va faire un petit focus encore sur... Alors là, on va passer sur la homepage. La homepage. Où on a encore du coup un visuel assez grand. Donc ça, c'est la version agrandie de ce que vous avez juste avant. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des beaux visuels produits, certes, mais finalement sur la home, on n'en voit que 4. Seulement 4 produits sur la home, c'est encore une fois un peu court. Le site propose beaucoup de contenu, beaucoup de produits, et on n'a rien, on n'a toujours pas d'animation commerciale. Elles sont où, alors, les 4, c'est censé être des nouveautés, c'est ce qui est marqué nouveaux produits. Elles sont où les promotions, elles sont où les marques, et ils sont où les univers qu'on peut avoir. Il y a des créations en dessous qui ramènent vers le blog, donc ça c'est bien, mais le blog il vend pas. Donc le blog, son but, c'est de générer du trafic pour le renvoyer vers le site et que le site convertisse. Or là, sur le blog, il n'y a pas de lien vers les produits. Donc en fait, sur la home, on envoie du trafic vers le blog qui reste sur le blog. Donc c'est dommage. D'accord ? Surtout qu'on crée des univers sur le blog qui peuvent être intéressants. Donc faites des packages, des groupements de produits, des choses comme ça qui permettent de rediriger vers des pages. Voilà. Et toujours les numéros de téléphone, on ne sait pas où on est. Il faut parler un peu de vous, l'équipe qu'il y a derrière, le numéro de téléphone, l'histoire du site. Ça doit un peu se voir ici pour les premiers arrivants. D'accord ? On a un petit... Moi, je voulais dire une chose justement par rapport au contenu. Déjà, quand on regarde le pourcentage de place occupée par les liens vers le blog, si vous voyez, c'est toute la ligne qui est sous les produits. Je vous le refais. On a tout ça ici, là. Ça, c'est le blog. Et on a les mêmes ici, en double. Sur une homepage, ça fait trop important parce que là, le métier du site, c'est quand même la vente en ligne. Et il faut faire attention à la manière dont vous allez justement mettre en avant. Alors c'est bien de mettre en avant vos contenus, mais déjà pas 2 fois les mêmes dans une même page. Et ensuite, il faut toujours penser aussi en termes de répartition de l'espace dans une page. On aurait peut-être pu utiliser mieux cet espace. Pour moi, ça me fait penser un peu à Goyavi, où il faut être bien clair sur l'objectif du site. Hein. L'objectif du site, ça va être de vendre. Tout ce que vous faites autour, les photos, le contenu, ça doit servir cet objectif. Ça ne doit pas le distraire. Or là, finalement, on se rend compte que la partie vente, c'est presque, bon, si j'exclus le menu, c'est quoi ? Peut-être 10 à 15% de la zone cliquable de la homepage. Donc vous imaginez bien qu'il y a encore un peu de travail d'optimisation qui peut être fait là-dessus. Et sur la fiche produit aussi. Alors, on passe à la fiche produit. Voilà. Donc la fiche produit, si on a choisi le site Kazé, c'est aussi pour une bonne raison. Autant vous expliquer un peu. C'est que visuellement, le site est plutôt très agréable et semble plutôt bien fait. Et en fait, on a presque envie de commander sur ce site, mais on voit que d'avoir un site visuellement intéressant, ça fait pas forcément tout. Notamment ici, c'est ce que je vous disais, il y a le texte sur le côté qui est un peu dérangeant. Si on commence par les bonnes idées, le vrai bon truc qu'on voit pas assez souvent, c'est les pictos de couleurs cliquables qui affichent la bonne couleur de photo. Vous voyez, il y a du vert, du bleu et du marron. Et en fait, quand on clique, on a la vraie photo produit. Donc ça, c'est top. Malheureusement, on le voit pas assez. Hein. Je pense que ça t'arrive aussi de tomber sur des sites où il n'est pas. Le cross-selling semble bien. Mais le problème, c'est que là, on n'a pas de produits qui correspondent un peu à la forme, à la couleur. On a des produits qui proviennent juste de la même catégorie. C'est déjà pas mal. Mais à mon avis, on a du coup, sur tous les produits de la catégorie, les 4 mêmes produits qui commencent à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment ces 4 produits-là qu'on a envie de vendre systématiquement ? C'est une question qu'il faut se poser. Quelque chose qu'on voit aussi systématiquement, c'est le zoom. Mettez pas de zoom si quand on clique, on a la même photo. Ça sert à rien. Quand on zoome, il faut pas forcément faire des zooms à la vente privée où on peut voir la maille du vêtement, mais un juste milieu, ça peut être pas mal. D'accord ? Il faut avoir un vrai effet. Et surtout, on a ce bloc-là de contenu sur le côté, qui est censé être un bloc de rassurance, et c'est pour ça moi que je vais en parler, c'est parce que il faut vraiment qu'il soit rassurant, c'est-à-dire à quelle cible vous parlez, quels sont les mots qui sont sensibles pour eux. Et là, on a du texte, par exemple,
Si le produit est en stock, la livraison est... je me souviens plus de la formulation, mais finalement, ça vous dit que on ne sait pas si le produit est en stock, on ne sait pas trop quand vous allez être livré. C'est pas du texte de rassurance, ça. Faut mieux pas le marquer, à la limite, quoi. Donc, c'est ça. Si vous êtes un professionnel, la livraison est rapide, ou la livraison est en 48 heures. Et du coup, si on est un particulier, comment ça se passe? On n'a pas les infos. Finalement, on crée plus de questions. Donc, quand vous écrivez du contenu, veillez à ce qu'il réponde aux questions de votre cible plutôt qu'il ne pose de questions. C'est plus il va poser de questions. Ce qui tue la conversion, c'est le doute, hein. D'accord? Et une mauvaise offre produit, mais ça, voilà. Voilà. Et quelque chose qu'on a vu sur quasiment tous les sites, le bouton PayPal. Alors, je pense qu'il est par défaut sur PrestaShop, en fait, placé à cet endroit-là. Et c'est dommage. Alors moi, du coup, je l'ai testé un peu par erreur, parce que j'ai voulu cliquer pour voir ce que ça donnait. Je me suis aperçu que c'était le bouton PayPal Express Checkout. C'est dommage de ne pas le mettre à côté du bouton Ajout au panier. Là, ça fait vraiment erreur technique qui traîne. Alors, quoi. Donc, s'il y a des devs dans la salle, est-ce qu'on peut le remonter? Est-ce qu'il y a un module qui permet de le remonter? Mettez un pop-up dans le back-office pour dire est-ce que vous voulez voir le bouton sur vos fiches produits. Hein. Voilà, donc testez vos sites. Pour caser, on a fait un peu le tour sur la fiche produit qui est pas si mal que ça quand même. Le dernier défaut, c'est que là, on est sur un produit indisponible. Et là, on le voit pas. Et deux, on peut le commander. Alors ça, c'est peut-être la politique, mais c'est marqué produit indisponible. Il faut pouvoir être prévenu de l'arrivée en stock. Hein, ça, c'est obligatoire. Et après, du coup, on a les chaussures Eclipse que tu veux. Juste une chose qu'on n'a pas dit, deux petites choses. Les produits à 0 €, ça c'est toi qui l'avais remarqué. Les produits à 0 €, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de sites sur lesquels on a des produits à 0 €. Faites un tour sur votre site, faites un tri dans tous les produits par prix ascendant et essayez de traquer les produits qui sont gratuits parce que c'est un peu idiot de les laisser en ligne, même s'ils sont pas en stock, ça fait pas très pro. Et enfin, sur Kazay, moi, quelque chose que j'ai remarqué parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est le peu de place donnée au travail sur le référencement naturel. Les balises title sont pas remplies, les métadescriptions sont pas remplies, il y a très peu de contenu texte dans les fiches produits. Dans les pages catégories, il n'y a aucun contenu spécifique à la catégorie. Et c'est vraiment dommage de ne pas travailler ça parce que on n'a pas forcément les moyens de se couper d'une partie de son trafic qui est naturel, donc gratuit en tout cas pour le clic qu'il apporte. Et Voilà. tu me disais la même chose pour les ambiances aussi, qui en fait, il y a beaucoup de contenu sur les ambiances, les thématiques et tout ça, et qu'on ne retrouve pas sur la fiche produit. Voilà, c'est ça. La fiche produit, elle doit convaincre l'internaute que ça va être bien, là en l'occurrence dans son salon ou où vous voulez. Donc si vous faites des visuels d'ambiance et des choses comme ça, bon, là on a une photo en situation, mais il y a du contenu qui a été créé sur le blog spécifiquement, faut s'en servir à ce moment-là. Le contenu ça coûte cher, il faut le réutiliser. En fait, c'est ça, c'est essayer de faire des liens dans les deux sens entre votre blog pour envoyer vers des produits et les produits pour envoyer vers les contenus ou pour intégrer les contenus que vous avez rédigés pour votre blog ou votre magazine, peu importe. Donc ça c'est sur Kazay. Conseil de consultant, hein, c'est complètement gratuit. Les produits à 0 €, si vous les vendez, vous perdez de l'argent. Hein. Voilà. C'est gratuit. On va se faire tirer dessus par les marchands. Pardon. Là, tu vas nous présenter Eclipse, qui est un site de chaussures. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai vu la photo plein pot et j'ai été assez séduite de prime abord parce que les photos étaient jolies. Alors d'abord une chose qui va dans la suite de ce que je disais à propos du SEO, c'est que pour moi le choix du nom de domaine est bon. On a à la fois le mot-clé important qui est chaussures et ensuite on a le nom de la marque, ce qui fait que pour travailler son référencement naturel, ça va être beaucoup plus facile. On a les deux mots qui vont nous intéresser. Donc ça, dans une logique de création de marque, ça peut être intéressant de faire ça. Ou même de faire ça pour héberger, par exemple, son blog. Ensuite, il y a forcément une compréhension de l'offre produit qui est immédiate parce qu'on le voit tout de suite à la photo. Donc ça, on se pose pas la question de savoir ce qui est vendu, comment, etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Quelque chose que j'ai noté aussi parce que je vérifie systématiquement, le site est responsive. Donc aujourd'hui, c'est un peu obligatoire. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que si vous faites un site responsive, il faut penser pas uniquement à un site qui va se resizer quand vous allez jouer avec sur votre Chrome de navigateur du bureau, mais avoir un site qui soit vraiment utilisable depuis un mobile. Et ça, c'est un peu plus rarement le cas. Utilisable, ça veut dire que vous avez passé une commande et que tout fonctionne. Hein. Ça veut pas dire j'ai regardé la home et puis elle s'affiche bien. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais le fait de passer les commandes, on reviendra dessus après justement. Alors par contre sur Eclipse, moi ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est la taille du header, qui a beaucoup d'espace vide. Alors on pourrait penser que c'est un peu aérien, etc. Mais finalement, pour moi, c'est de l'espace qui est perdu, qui fait descendre tous les autres contenus, donc qui donne un accès beaucoup plus long au produit, et qui donne en plus, à mon sens, un côté un peu austère, un peu triste au design. Le header est très haut, il y a beaucoup d'espace vide, le fond gris, fond blanc. Alors l'avantage quand on prend du gris et du blanc, c'est que on se dit qu'on prend pas trop de risques. D'un point de vue design, on sera jamais dans le mauvais goût. En revanche, le risque, comme vous pouvez le voir ici, c'est que ça peut être un peu austère. À la limite, il aurait fallu jouer avec des typos qui vont être un petit peu plus intéressantes, un peu plus péchues, ou éventuellement compenser aussi avec les couleurs de contraste, par exemple les couleurs qu'on va utiliser pour les boutons d'action, pour certains liens hypertextes, etc. Donc pour moi, un petit peu austère, et ça nuit un peu à l'image de la marque de chaussures urbaine et dynamique qu'est Eclipse. Il y a un vrai décalage entre les produits et la charte du site. C'est ça, ouais. Et enfin, sur quelque chose qui est dommage aussi, c'est que les liens vers les catégories sont répétés dans le menu de navigation et en footer. Et je vois pas l'intérêt. Je trouve que c'est de la place perdue dans le footer et qu'on pourrait utiliser l'espace du footer autrement. Enfin, dernier point, exactement que pour la même chose que pour Kazé, le moteur de recherche. Moi, je commence à être un peu vieille, je vois pas toujours bien les choses, et la petite loupe, je l'ai pas bien vue au début. D'ailleurs, ici, on la voit pas, elle est juste sous le panier. Le champ de recherche s'affiche au survol. Je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est pas terrible. C'est-à-dire que je ne savais pas comment je pouvais rechercher un produit. Il a fallu vraiment que je regarde bien comment faire pour accéder au champ de recherche. Donc ça, à mon avis, c'est un élément qui est à retravailler si on veut pouvoir faire descendre dans la profondeur du catalogue. Et les trucs au survol près du bouton panier, c'est globalement à éviter parce que c'est assez compliqué à gérer dès qu'on passe en responsive et tout ça. On n'est pas sûr que ça s'affiche au bon endroit. Le bouton panier, voilà. Tu avais des remarques à faire sur la homepage aussi? Oui, alors sur la homepage justement, moi ce que j'ai bien aimé, c'est les grands visuels qui présentent les produits phares, ça je vous l'ai dit, je trouve ça très bien. Il y a un travail sur la photo d'ambiance qui est intéressant. Je pense qu'il faut travailler justement sur, si vous n'avez pas les moyens de vous payer beaucoup de photos, essayez de faire un petit pack d'une dizaine de photos qui vont être représentatives de votre offre produit. Ça peut donner le ton unique au site et ça peut vous différencier. Ensuite, quelque chose qui est présent aussi, mais qui est présent un peu partout, ce sont les éléments de réassurance, donc avec la possibilité de savoir comment on va être livré, comment on peut prendre contact avec le site. Ils sont présents, on sent qu'on a fait les devoirs des éléments essentiels en fait pour le site, mais ils sont pas forcément bien placés. Notamment, là, on s'aperçoit que, comme je vous le disais, on a beaucoup d'espace qui est perdu. Un élément qui est important, c'est à la différence de Goyavi tout à l'heure qui incitait à l'action sur la newsletter, on a un gros bloc, inscrivez-vous à la newsletter, mais on me dit pas pourquoi il faudrait que je m'inscrive. On me dit pas quel est l'intérêt, est-ce que ça va m'apporter soit des informations sur la mode, soit un code promo. Chez Goyavi, on gagne un livre. Si on va sur un site comme Azos, on reçoit un bon de 10 € à dépenser chez Azos. Enfin, en gros, il faut susciter l'envie, et la manière de susciter l'envie va différer d'un secteur à l'autre. Sur la mode, c'est quand même assez souvent avec un bon de réduction. Hein. Voilà. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant et dommage à la fois, vous voyez qu'on a une petite photo là sur l'avis des blogueuses. C'est-à-dire que Eclipse travaille avec des blogueuses, travaille beaucoup sa communication sur les réseaux sociaux. Ils ont un Instagram qui est très sympa, qui a des jolies photos. Et en fait, on retrouve pas le travail qui est fait sur la partie sociale sur la homepage. Et ça, il aurait vraiment fallu l'intégrer. Justement, ça apporterait ce côté un petit peu peps, etc., qu'on trouve pas présent sur le site parce que le design est un peu triste. Donc, quand vous faites des contenus qualitatifs sur les réseaux sociaux, quand vous avez beaucoup de visuels à montrer parce que vous êtes sur un secteur comme la mode, il faut y aller, il faut l'intégrer, il faut montrer que vous êtes actif, qu'il y a de la vie autour de vous et qu'il y a une communauté autour de vous. Un autre point important, le slider, c'est un peu ma bête noire, hein, le slider. J'aime pas beaucoup que ça défile déjà, mais ensuite il faut faire attention aux liens qu'on met dans le slider. Ici chez Eclipse, il y a 2 fois le même lien, il y a 2 images, une image d'espadrille et une image de sandales, les 2 renvoient vers la catégorie sandales.
Moi, ce que je recherchais en cliquant, c'était les espadrilles. Et forcément, j'ai cliqué. Si ça n'a pas satisfait ma recherche, je vais me dire, ils n'ont pas de produits qui sont en phase avec mon besoin, je m'en vais. Donc il faut faire attention à ça. Parfois on est pressé, on met le mauvais lien. Il faut vraiment tout tester à chaque fois que vous faites une action sur votre site, en marketing ou quand vous êtes en train de monter votre site pour la première fois. Donc être vigilant là-dessus. Il faut faire attention aussi à une chose, c'est les liens qui vont faire sortir du site dès la homepage. La première fois que je suis arrivée chez Eclipse, le premier visuel du slider envoyait vers leur blog. Leur blog, il est externe au site. Donc, on a eu beaucoup de mal à faire venir une personne sur le site et on le renvoie vers une autre URL. Là, vous avez perdu l'argent que vous avez dépensé pour attirer votre visiteur. Donc, faites attention à ça. Essayez de les garder chez vous. De les faire naviguer dans la profondeur du site. Et enfin, bon, ça c'est à la marge, mais il faut toujours aussi regarder son site. Moi, je trouve ça dommage qu'on ait des décalages de texte sur certaines zones. Là, on le voit sur le bloc de contact avec le petit téléphone, le texte passe à la ligne. C'est le genre de choses, il suffit de réécrire son texte pour le corriger, pour éviter que ça passe à la ligne. C'est une histoire de padding. Donc, soit vous pouvez le bouger techniquement, soit vous réécrivez le texte, ça va s'intercaler correctement. Mais c'est des choses qu'il faut pas laisser traîner parce que ça ça donne une image pas très pro, en fait, du site. Ce que tu me disais aussi, c'est que là, on peut voir qu'en fait, il y a plus de catégories sur un site c'est un site de marque que finalement sur Goyavi, qui était un site de marketplace. Ce qui est pas logique. Un petit peu d'infos sur la fiche produit. Oui, alors moi la fiche produit, je l'ai bien aimée, je l'ai même tellement bien aimée que j'ai failli commander une paire d'espadrilles, mais je vous raconterai pourquoi après je l'ai pas commandé. Le haut de la fiche est bien structuré. Quand on arrive, on a les informations essentielles, comme vous pouvez le voir. On a le choix de la pointure, c'est assez ergonomique. Il y a plein de visuels dans tous les sens de la chaussure. Donc on a une bonne qualité des visuels, c'est très important parce qu'il faut pas oublier qu'en e-commerce, la photo produit, c'est ce qui remplace le fait de pouvoir toucher le produit, l'essayer, le regarder sous toutes ses coutures. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur vos visuels produits. Donc les bonnes informations, et puis j'ai bien aimé aussi, ça parle au petit côté modeuse, les conseils style. Comment je pourrais trouver des idées pour porter ces magnifiques espadrilles autrement qu'à la plage. Voilà, donc ça c'était plutôt séduisant. Il y a des éléments, c'est une fiche produit que moi je trouve plutôt bien construite. Il y a des éléments que j'ai un petit peu regrettés. D'abord la couleur des boutons d'action, ça c'est lié aussi au choix de code couleur par rapport au site. Je trouve que le violet c'est pas une couleur qui m'incite beaucoup à l'action, donc j'aurais travaillé plus une couleur de contraste qui soit un peu plus visible et plus efficace. Là-dessus, c'est intéressant de faire de l'A/B testing. Par exemple, remplacer le violet de manière arbitraire par un vert ou par un rose et voir si ça transforme mieux ou pas. Un autre point que j'ai trouvé un peu dommage, c'est les produits connexes qui sont un peu bas dans la page et qui sont d'autant plus bas que c'est très aéré sur ce site et du coup les informations techniques les caractéristiques du produit prennent beaucoup de place. Donc j'aurais peut-être réorganisé un petit peu les éléments. On retrouve notre fameux bouton PayPal qui est tout en bas à droite. Donc je serais curieuse de connaître le taux de clic en fait sur le bouton. Un élément alors moi j'ai trouvé un peu gênant que tu as retrouvé sur Kazay aussi, c'est le fait qu'on arrive sur des produits qui ne sont pas disponibles. Et ça m'est arrivé sur un produit, une basket qui était la première de sa catégorie, je clique, aucune disponibilité dans aucune pointure. Il faut que vous gériez correctement vos fiches produits, les produits indisponibles. Déjà, faites en sorte qu'ils ne s'affichent pas en premier dans une catégorie. S'ils vont revenir en stock, vous pouvez peut-être les laisser, mais avec un message spécifique. Par exemple, je veux être averti de la disponibilité du produit. Si jamais vos produits ne vont jamais revenir en stock, à ce moment-là, il faut les mettre hors ligne et il faut faire une redirection de la fiche produit vers sa catégorie principale. Sur ce point précisément, vous pouvez regarder le site de pêcheur.com qui est très bien fait pour les produits indisponibles parce qu'il les désactive pas tout de suite, mais ils apparaissent en bas de listing. Que vous vendiez des produits quand ils sont plus en stock, ça c'est votre choix, ça vous regarde, je dirais, il n'y a pas de problème. Par contre, les présenter en haut de catégorie, en haut de recherche, vous devez être capable de les prioriser. S'ils n'ont pas de stock, ils s'affichent en dernier. Ça c'est faisable dans PrestaShop avec un peu de configuration.
Donc voilà, c'est gérer le choix des produits. Si vous emmenez un visiteur sur une fiche produit indisponible, ben forcément la personne va être tentée de partir. Donc il faut faire très attention à ça, lui proposer des produits qui sont à vendre, qui sont disponibles. Et enfin, là, sur un site comme ça, on revient à l'histoire de la communication sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu, qu'elle ait travaillé avec les blogueuses, qu'il y ait beaucoup de choses sur Instagram, que la page Facebook soit dynamique. C'est là qu'il faut rajouter aussi du contenu produit. C'est là qu'il faut mettre du conseil style avec des photos, par exemple des photos de gens qui se sont pris en photo avec les paires de chaussures et qui les ont postées sur Instagram, parce que ça va me donner envie d'acheter beaucoup plus. Donc là, il faudrait faire une intégration beaucoup plus poussée des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une idée au niveau des chaussures Eclipse. Globalement, pour moi, chez Eclipse, le gros du travail, il est sur d'abord le choix des couleurs. Enfin, à mon avis, le design est à revoir, à redynamiser un petit peu, et sur le fait de travailler justement une meilleure intégration des réseaux sociaux et du travail de communication qui est fait autour de la marque pour montrer qu'il y a une notoriété de la marque. Alors, du coup, vous avez dû voir qu'on a beaucoup parlé des homepages, des pages catégories, des pages produits. Ça fait pas tout sur le site, loin de là. Il y a un élément qui est hyper important, c'est la page panier et le tunnel de commande. C'est un peu compliqué d'en parler là. Il nous faudrait, je pense, une journée entière rien que pour ce sujet-là, tellement c'est chargé. Alors, on a essayé de trouver un bon exemple quand même et de laisser un peu de temps aux questions. Et là, il va être temps de passer aux questions. Donc, moi, je vous invite à regarder la page panier de Zalendo, qui contient beaucoup de bonnes pratiques. Pour moi, il manque juste une fonction de pouvoir partager le panier, le sauvegarder, un truc un peu dans ce domaine-là pour pouvoir le retrouver plus tard, où je le vois pas tout de suite. Mais en dehors de ça, on a vraiment beaucoup de choses qui sont bien. D'accord ? Ça prendrait, je pense, une bonne heure de toutes les détailler. Donc, je vous laisse la regarder en détail. Et on va passer à quelques questions, si vous voulez. On a une dizaine de minutes, avec un petit rappel du coup des bonnes pratiques qu'on vous propose. Donc ça, c'est cadeau. Qui a des questions? Que je lui passe le micro. On a 10 minutes, faites pas les timides. Hein. Bonjour, moi je suis développeur, je fais pas mal de PrestaShop, donc je vois tous les éléments qui sont ultra communs à PrestaShop. Parfois les pages produits ça fait un peu fourre-tout, on se dit ok il y a une wishlist c'est cool, ok il y a tous les pictos sociaux, il y a le bouton PayPal dont on parle. Donc c'est un peu une question en deux temps, sachant qu'il y a quand même des standards web qu'il faut respecter, numéro de téléphone, le footer, etc. Est-ce que vous avez une idée de la capacité des visiteurs à identifier ce contenu ultra récurrent? Est-ce que ça a un impact négatif, positif? L'utilisation d'un CMS, que ça donne une image de qualité, ou est-ce qu'on se dit ok ils sont contentés d'utiliser le premier truc? Et du coup, plus globalement, est-ce que vous avez un arbitrage à proposer de la personnalisation et du respect de Il ces faut features? un bouton ajouter au panier qui est bien visible. Voilà. Le reste. Okay. On peut aller un peu plus loin, vas-y. En fait, moi, sur les boutons de partage sur les réseaux sociaux, j'ai pas constaté un taux d'utilisation complètement dingue. C'est vrai qu'il y a un problème avec ton micro. Si on doit faire un choix, effectivement, moi je préfère travailler sur le bouton d'ajout au panier que de dire on met tous les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense pas que ça soit vraiment pertinent et c'est d'autant moins pertinent si on n'a aucune action sur les réseaux sociaux. Enfin, si on travaille pas justement cette communication-là spécialement. Le jour où vous avez une personne qui s'occupe de Pinterest, une de Facebook, une d'Instagram, bon là on peut peut-être commencer à parler des boutons de partage. Mais globalement, en dehors des informations essentielles, photos, date de dispo, prix, le bouton ajout au panier, moins vous avez d'infos perturbatrices autour du produit, d'accord ? Produit, ça inclut sa mise en valeur. Hein. Tout à l'heure on parlait de contenu thématique, de mise en situation, ça c'est du contenu à valeur ajoutée pour le produit. Ça passe, mais tout le reste, faut essayer de l'enlever au maximum. L'ergonomie, hein, si on parle de ça, c'est simplifier au maximum. Hein. C'est une fois qu'on n'a plus rien à enlever, on commence à être bien. Vous avez le micro qui est joueur, hein, donc si c'était, il faut reparler. Oui, bonjour. Bonjour. Donc c'est très bien. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit. Le problème, c'est que moi, je commande beaucoup sur Internet. Et la plupart du temps, quand j'abandonne, généralement, c'est à cause d'un problème de code. De compte. C'est-à-dire qu'il faut rentrer son adresse email
avoir un compte, etc. Trouver le mot de passe, etc. Et en fait, 3 fois sur 4, quand j'abandonne un panier, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Il y a le guest checkout, donc la commande en mode invité qui existe sur PrestaShop. Hein. Vous testez avec et sans, et vous voyez si le taux de conversion augmente. Mais globalement, plus vous mettez de frein dans le tunnel, plus vous avez de pertes. Aujourd'hui, quelles sont les raisons valables de créer un compte sur votre site? Il n'y en a pas. Et vous avez juste en fait une adresse mail et une adresse postale à récupérer. Après, pour revenir aux abandons, moi, j'ai pas fini sur les chaussures Eclipse tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas commandé? Parce qu'en fait, on m'a fait sortir du site, du tunnel de commande pour aller sur un module Colissimo. Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit non, c'est trop. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a plein de freins. Ça revient au point où on n'a pas trop parlé là, mais globalement, c'est quand même quelque chose qu'on a vu sur tous les sites qui ont candidaté, parce que tous les sites, donc plusieurs dizaines de sites, on les a regardés quand même dans le détail avant de choisir ceux dont on voulait parler. C'est que je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui ont été utilisés par leurs propres, on va dire, développeurs ou propriétaires. Hein. Donner un bon d'achat de 50 ou 100 euros, alors ça va vous coûter 50 ou 100 euros certes, à vos parents, à vos cousins, à quelqu'un qui n'est pas dans le web, à quelqu'un qui n'est pas en relation avec vous trop proche, et demandez-lui ce qu'il en a pensé, et vous allez apprendre beaucoup plus qu'en passant par... Sinon, je peux vous prêter ma mère, hein, elle est bonne testeuse, donc... Une autre question? On a encore le temps pour, je pense, 1 ou 2 questions supplémentaires. Bonjour. J'aurais aimé savoir la fréquence, la newsletter. Quelle fréquence il faudrait envoyer une newsletter? Ça dépend du secteur, ça dépend de la base. Il faut faire attention à pas trop user la base. Il y a des questions culturelles. Je sais qu'aux États-Unis, il y a une pression sur les newsletters qui est beaucoup plus importante. Moi, ma position, c'est de dire qu'il faut personnaliser le plus possible. Et en personnalisant, en fait, ça va définir un petit peu la fréquence d'envoi. Il n'y a pas de fréquence, on peut pas dire c'est une toutes les semaines, ou c'est à vous de tester et de voir ce qui va pas trop user la base et ce qui va maintenir un niveau d'interaction élevé. J'aurais une réponse un tout petit peu différente, c'est que je pense que la newsletter, il faut pas en envoyer. Par contre, envoyer des emails ciblés, oui. Et là, il n'y a pas de limite, on peut en envoyer 50 par jour si la personne vient 50 fois par jour. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de la fréquence des visites. La newsletter shootée à tout le monde, à mon avis, elle est un peu morte. Mais le canal email a beaucoup de potentiel à partir du moment où on a du contenu ciblé et personnalisé. Ça peut se faire aujourd'hui relativement facilement avec des solutions d'automatisation de marketing. J'ai visité tel produit, j'ai le cookie d'identification, on m'envoie le mail, de la recommandation de produits, du retargeting d'abandon de panier, des choses comme ça. Il y a plein de solutions qui permettent d'envoyer des emails, du contenu à télécharger, essayez de récupérer l'email, vous les avez. Plutôt que d'envoyer à tout le monde. Ou des groupes de clients. Essayez de limiter les groupes de clients à 10-15% de votre base. Vous allez envoyer 7 newsletters, mais vous allez gagner 20 fois plus d'argent. Ouais, moi je ferais les deux. C'est-à-dire que je dirais il faut faire du personnalisé, mais il faut aussi donner à voir ce qu'on fait à côté. Le problème, c'est le temps. Bonjour donc, merci pour cette présentation. Moi j'ai une petite question pour vous en tant qu'auditeur de site internet. À quel point vous utilisez les solutions de tracking que sont Google Analytics, Omniture, fonction de sa religion, dans votre métier? Parce que c'est quelque chose qu'utilisent énormément les marchands, mais voilà. Qui utilise Google Analytics ici? En fait, moi... Qui l'utilise pas? Ouais, ça va être mieux. Enfin, moi, j'utilise les outils qui sont utilisés par les marchands, c'est-à-dire que je vais essayer de remonter les informations par ces outils-là, en allant aller chercher les informations dans ces outils-là. Il y a aussi le dashboard de PrestaShop qui peut donner des informations, et ensuite, c'est du paramétrage. Moi, personnellement, j'aime bien Google Analytics, donc parce que je le maîtrise. Hein, Alors, pour être tout à fait transparent, sur les sites qu'on a audités là, on n'avait pas les accès à Google Analytics, même si on a contacté les marchands pour avoir quelques précisions un peu sur leur stratégie et éviter de dire des bêtises. Donc, on n'a pas utilisé Google Analytics ici. Mais après, c'est très facile de se dire mon site convient pas pour X ou Y raison, on m'a dit que ceci, cela. Si vous n'allez pas vérifier dans les stats, aujourd'hui, c'est pas vrai. La seule façon d'améliorer son site aujourd'hui de façon factuelle, c'est de faire de l'A/B testing. Donc, c'est de remonter des stats.
Voilà, vous pouvez tester de façon empirique, mais ça change rien. Vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Donc A/B testing, mesure des stats. Nous, on fait des audits payants de sites professionnels. Si on dit que la homepage est performante, c'est pas on pense que, c'est dans les stats, elle est performante parce que elle a un taux de rebond qui est inférieur à la moyenne qu'on constate sur l'ensemble de son secteur. C'est ça. Il y a des sites qui sont, j'en profite, il y a des sites qui sont moches et qui performent très bien. Moche dans le sens, ça ressemble à un Minitel pour ceux qui sont reconnu le Minitel. C'est l'offre produit qui fait la différence, donc vraiment battez-vous là-dessus plutôt que sur la partie ergonomie, même si ça mange pas de pain. Donc les stats, c'est indispensable. Vous devez maîtriser Google Analytics. À la limite, le web marketing, sous-traitez-le, mais Analytics, faut le maîtriser. Il faut savoir ce qui se passe sur votre site. Sinon, vous pouvez pas faire les bonnes actions. Il faut bien paramétrer le suivi de vos ventes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit parfois. C'est mal paramétré, le suivi des actions dans le tunnel de commande. C'est important de passer du temps dessus. Moment pub, on a écrit plein d'articles sur le site de Skillbox qui sont totalement gratuits et où il y a plein d'infos sur la configuration des tunnels, de la partie e-commerce. Il y a un article qui va arriver sur la partie tracking e-commerce enhanced sur Google Analytics. Donc vous pouvez aller regarder, c'est absolument gratuit et comme ça vous saurez bien le traquer parce que remonter des fausses stats, à chaque fois que j'interroge des marchands, moi, ils ont une différence de CA entre le back-office et les données Analytics. C'est pas normal. Il faut pas. S'il y a un problème de tracking, ça doit vous inquiéter dès le jour 1, pas au bout de 5 ans. Sinon, vous pouvez pas mesurer les performances de vos canaux d'acquisition. Et si vous mesurez pas votre coût d'acquisition client, à moyen terme, s'il y a un concurrent qui baisse un peu ses prix, ça peut être tendu. Donc voilà, faut maîtriser toute la chaîne financière. Je crois que du coup on est bon sur le timing, sauf s'il y a des gens de chez PrestaShop qui nous embêtent pas, on va continuer à parler. Hein. Monsieur là-bas. Merci Benoît, merci Mathilde. Moi j'avais une petite question concernant l'A/B testing justement. Je sais que ça va dépendre des objectifs des marchands, mais quels sont, je dirais aujourd'hui, au niveau des tests A/B et des MVT, les top 3 ou le top 5 des choses que vous allez tester en priorité sur un site e-commerce? C'est une très bonne question. Là, comme ça, à froid, je sais pas. Généralement, on fait les tests. Les tests, on a deux façons de les faire. De façon empirique, c'est-à-dire, je pense, enfin, ça me plaît pas, donc je vais faire des tests là-dessus. Aujourd'hui, majoritairement, les marchands fonctionnent à peu près comme ça. Nous, on va avoir une approche plutôt analytics. On va aller regarder dans Analytics, en fait, les pages sur tout au long de la commande qui sont les moins performantes pour aller trouver là où on pense qu'il y a du potentiel. D'accord ? Et à mon avis, ça, c'est déjà un bon axe d'approche pour trouver où, avant de savoir quoi faire. Après, globalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va faire des tests on a identifié la page ou le segment de site qui convient pas, et on va faire des tests par rapport aux bonnes pratiques du secteur, globalement. Voilà. Typiquement, ça va être, si on est sur le checkout, on va se dire, on va forcer à faire un sans checkout pour voir la différence. A/B tester du checkout et de la commande invitée, pardon, c'est un peu compliqué. Mais tout ce qui est tunnel de conversion, c'est souvent des trucs qu'on peut tester. La taille des boutons d'action, les couleurs, les libellés d'erreurs qu'il peut y avoir, c'est vraiment ça qui est important. Dans le cas où vos produits sont bons et le site est à peu près bien construit, ce qui va faire chuter le taux de conversion, c'est tous les messages d'erreur abscons et en fait vous allez monter le niveau de doute du client tout au long de la commande. Ça, il y a plein de commerçants qui s'en rendent pas compte, où on arrive sur le site, on a plein de bons a priori, et au fur et à mesure, on descend. Toi, comment tu fais pour l'A/B test ? En fait, moi, j'identifie un problème d'abord et en fonction du problème, je vais faire des tests. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a sorti une version responsive de nos sites. On s'est aperçu qu'on avait un taux de rebond qui avait augmenté un petit peu sur les pages catégories. Et la différence, c'est qu'on avait déplacé en fait un texte au lieu de le mettre, il était en haut avant et on l'avait descendu tout en bas de la page. Et en fait, on l'a remonté, on a vu que c'était ça le problème. Donc moi, je pars d'un problème, soit j'ai un taux de rebond qui est élevé, soit j'ai un taux d'action qui est pas suffisant, un taux d'action qui est pas suffisant par rapport à ce que j'attends, et je vais répondre à ça. Mais ça dépend en fait, ça dépend de la donnée qui est inférieure à ce qu'on va espérer. PrestaShop, on a fini ou on continue ? On peut y passer, nous, pas de problème s'il y a des questions.
Allez, lui apporter. Donc moi je voulais juste vous poser une question à propos du social login en e-commerce qui est sous-utilisé par rapport à tout ce qui va être... Vous pouvez parler un peu plus près du micro? J'ai une question qui est liée plutôt au social login en e-commerce qui est encore sous-utilisé par rapport à tous les sites de type communautaire ou les outils en ligne. Appréciation, un retour d'expérience. Pourquoi il est sous-utilisé? Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une raison, c'est que Facebook n'est pas votre ami et qu'il y a des fois où ça marche et il y a des fois où ça marche plus. Donc il y a des marchands qui sont un peu réticents pour l'utiliser, je pense d'une certaine manière, ou parfois c'est mal configuré, c'est-à-dire qu'on récupère pas les bonnes informations. Je pense pas que ça soit tellement un problème d'utilisateur. Enfin, moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai pas de frein à ça. J'ai pas l'impression que ce soit une question de volume. Moi, je m'inscris pas sur des sites de start-up, non pas e-commerce, start-up qui ne propose pas de Facebook login parce que j'ai aucune envie de me créer un compte. Donc déjà, voilà, mais mon avis personnel, c'est pas vraiment l'avis des clients. Aujourd'hui, l'intégration, elle est relativement mal faite sur pas mal de sites parce que on va utiliser un plugin tout fait et qui finalement marche qu'à moitié avec le site, donc ça faut faire gaffe. En dehors de ça, moi je suis plutôt pour, même si finalement, si c'était possible, je ferais pas de création de compte. La création de compte, on peut tout à fait la faire post-commande. Vous faites de la commande invitée, vous envoyez un récap de commande avec un lien, votre commande n'a pas été sauvegardée, cliquez sur le lien ci-dessous pour créer un compte et pouvoir avoir des points fidélité, ce que vous voulez, vous proposez une offre commerciale et à ce moment-là, vous pouvez déjà réattaquer sur la deuxième commande. À la limite, vous commencez votre politique de fidélisation. À partir du moment où on a l'adresse email du client, on a au moins un point de contact pour commencer à travailler avec lui. Donc pour moi, je serais carrément pas de login. En plus, en e-commerce, on récupère de toute façon le nom, le prénom et l'adresse de livraison. Donc le compte, il est créé finalement. Au pire, vous lui envoyez un catalogue papier. Hein. C'est une vraie bonne idée. Hein. Il y en a qui se moquent, mais ça marche très bien. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Aux États-Unis, il y a certains sites qui commencent à faire le numéro de carte bleue avant quoi que ce soit d'autre. C'est même plus une question de quoi que ce soit, c'est vous rentrez votre numéro de carte bleue, après on définit les options de compte, de livraison, tout ça. C'est encore illégal en France, mais voilà. Mais moi, j'avais remarqué, de ma boutique en ligne, que moins il y avait d'étapes avant la saisie du mode de paiement, et plus je vendais. C'est simple, moins il y a de clics, plus c'est efficace. Moi, ça me fait penser à un truc sur le mode de paiement. La relance par email des échecs de paiement, elle est très peu répandue en France. On peut récupérer 50% des commandes non payées. Ça peut arriver assez souvent si votre banque est pas fiable. Avec 3D Secure, malheureusement, le taux a sacrément augmenté. On peut quasiment tout récupérer aujourd'hui. Sur les échecs de paiement, il y en a plein qui sont dus plutôt à la banque que à des problèmes de carte. Donc essayez de voir si le paiement a planté. Est-ce que le client il doit tous retaper sa commande? Dans ce cas-là, vous avez aucune chance de la avoir. Ou est-ce que vous lui envoyez un email où il a juste un lien à cliquer et à repayer? Et là, vous avez des choses intéressantes. On va monsieur au fond là-bas, il lève la main depuis tout à l'heure. Je vais lui passer le micro, quand même. Et on va peut-être s'arrêter là. Oui, bonjour. Valoriser votre importance sociale, presse, Facebook, Instagram. En fait, comment gérer l'ensemble des réseaux sociaux, sans compter Twitter, les différents fils sur lesquels on doit être présent, sans avoir un community manager? Quel est l'impact réel des social networking sur la vente, hein, et dans ces cas-là, comment la gérer sans un community manager parce que ça prend finalement un temps fou? Ça dépend des produits que vous vendez. Si vous vendez des machines à laver, c'est parfois un peu compliqué. Mais je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est là, présent ici. Il y a Edict qui est présent ici. Ils ont une vraie communication sur les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'ils ont un community manager, je sais pas. C'est en interne. Finalement, c'est pas forcément avoir une personne, c'est avoir quelqu'un qui est suffisamment passionné pour transmettre cette passion à travers des différents réseaux sociaux. Donc c'est de la production de contenu, ça va être prendre des photos, ça va être montrer en fait le revers aussi de la médaille, montrer comment ça se passe chez vous. Moi, je poserais juste une question. À quoi ça sert de faire du contenu sur les réseaux sociaux? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, ça sert à rien d'en faire. Mais vous devez savoir pourquoi vous allez faire du contenu. Ça va être pour valoriser la marque, ça va être pour montrer le côté coulisses, ça va être pour montrer votre travail d'entrepreneur, ça va être pour plein de raisons qui vous sont propres, d'accord? Et là, il faut les définir avant de faire un travail, pour mettre en valeur vos produits, par exemple, tout simplement. Si vous faites des réseaux sociaux juste parce qu'on vous a dit que tout le monde faisait des réseaux sociaux et que vous n'avez pas le choix, ça va être un centre de coût et vous n'allez jamais réussir à le rentabiliser, donc le faites pas.
Oui, c'est ça. Ça va jamais marcher si vous n'avez pas envie en fait de montrer ce qu'il y a en coulisses, ou si vous n'avez rien à montrer quelque part. Si vous êtes dans une industrialisation, que les produits vous les voyez jamais passer chez vous et que c'est juste de l'achat-revente, ça va être compliqué de montrer comment ça se passe. Ça va être compliqué de communiquer sur les réseaux sociaux et ce sera pas efficace. Par contre, si vous avez une histoire à raconter, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous racontez une histoire, à ce moment-là, il faut y aller. Et vous allez vous prendre au jeu petit à petit aussi. Ouais, c'est ça. Et puis sur la question du temps, puisque ça prend du temps, les réseaux sociaux, je pense qu'être e-commerçant, ça prend beaucoup de temps. Je le sais d'ailleurs. Donc c'est à voir en fonction de vos priorités aujourd'hui. Voilà. Tout prend du temps. Qu'est-ce qui est prioritaire? On va s'arrêter là, ça te va, Mathilde? Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et on vous souhaite un très beau taux de conversion. Merci à tous donc et merci à Mathilde Rouzic et Benoît Gaillard. Pour ma part, alors je sais pas pour vous, mais moi j'en ai pris plein les yeux, du coup j'ai décidé de les protéger pendant quelques minutes. Ce matin, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, on en entend beaucoup. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous entendez la même chose que moi ? Moi, j'entends la communauté PrestaShop qui prend la parole. Et si vous n'entendez pas assez fort, ou si vous aussi vous souhaitez prendre la parole, je vous conseille vivement d'aller faire un tour à l'espace Barcamp qui est juste derrière. Et je vais m'adresser aussi aux développeurs présents dans la salle. Avez-vous de l'audace ? Avez-vous l'audace de défier les hacks des devs PrestaShop ? Je vous donne rendez-vous en tout cas aux audacieux pour les Dev Battles de 15h. Et ceux qui souhaitent rester ici avec nous, et ils devraient, ils ont raison, ils seront pas en reste. Nous, on va affronter l'échec. On va affronter l'échec et le surmonter à l'occasion de la FakeConf. C'est d'ici quelques minutes. Et je vous ai dit que je voulais protéger mes yeux. Faut-il se protéger face à l'échec ? Faut-il l'affronter ? A priori, c'est pas un obstacle et c'est ce que vont nous prouver nos intervenants. Je parle beaucoup en sachant qu'ils ont beaucoup plus que moi à dire. Je vous propose d'accueillir en quelques minutes Annie Lichner, ses intervenants. Merci à tous.